Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 2 août 2023. Est-ce que c'est une journée spéciale ou tout ça? Non, c'était donc 2 août. Donc, c'est l'été et il fait assez chaud. Et puis, mais surtout du côté du marché, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le marché est tombé. Il est tombé. Regardez graphiquement parlant le SPY. Enfin, quand on dit le marché, on indique un indice, on parle d'un indice important comme le S&P 500 et le marché est tombé. Comme vous voyez ici, la barre rouge ici, ça s'est corrigé. Est-ce que c'est normal qu'il se corrige? Oui, parce que regardez, depuis, ça fait des mois qu'il ne fait que monter. C'est normal qu'à un certain moment, il fasse une vague contre vague. Si vous regardez les indicateurs en haut, parce que nous, on est gestionnaire de portefeuille et on fait aussi l'analyse technique, naturellement, si on regarde le graphique un peu plus haut, on va demander à Gary de nous montrer un peu plus haut les indicateurs. Regardez les indicateurs. Voyez-vous, le MACD ici, il fait, je ne sais pas, ça dépend quelle est la connaissance que vous avez. Nous donnons des cours d'analyse technique, donc si ça vous intéresse. Mais ici, voyez-vous, vous avez une sorte comment dire, de M. Un sommet ici, un sommet ici. Le deuxième sommet est plus bas que le précédent. Tandis qu'ici, ça correspond à quelque chose, le deuxième sommet qui est plus bas que le précédent, dans le cas du MACD, ça correspond graphiquement parlant au contraire. C'est-à-dire, celui qui est le plus bas ici, en réalité, ça correspond plus haut que le précédent comme prix. Donc, finalement, il y a une divergence de comportement entre le MACD et le SPY. Et ça, la divergence était avant. Donc, ça annonçait déjà une correction. Même chose ici, voyez-vous, par exemple, le RSI, il était vraiment dans le suracheté pas mal, plus haut que 70, et puis il tombe avec une sorte de M. La même chose, lui aussi, le CCI, il s'est mis à tomber, voyez-vous, plus bas que finalement le niveau qu'il avait, le plus 100. Ensuite, la même chose plus haut pour le stochastique, voyez-vous, la même chose. Finalement, ils étaient tous surévalués en quelque sorte. Est-ce que ça veut dire que le marché se corrige vraiment? Non. C'est tout simplement une contre-vague, c'est normal qu'il le fasse. Ça reflète un peu le fait aussi qu'il y a la compagnie, quelle était la compagnie qui l'a dévalué? La Finch. OK. La compagnie Finch, qui est une des trois, je crois, grandes compagnies qui font l'évaluation des dettes des pays. Et finalement, ils ont déclassé un peu les États-Unis parce qu'ils trouvent qu'ils sont pas mal endettés, puis pas très bien organisés à repayer la dette et puis tout ça. Et donc, ils l'ont déclassé hier. Est-ce que c'est pour cette raison que ça se corrige? C'est surtout simplement parce qu'il y a une prise de profit, parce que ça a monté beaucoup. Notez que nous sommes à des niveaux très près de ce que c'était le grand sommet fait à la fin de 2021 et donc ou au début de 2022. Et donc, finalement, il n'y a rien d'inquiétant. À présent, quel est le sujet dont on va parler aujourd'hui? Ben, le sujet, c'est ce que vous avez au tableau, la théorie du capital humain. C'est pourquoi ça s'appelle théorie. Ben, le capital humain, c'est les êtres humains. Mais pourquoi la théorie? C'est parce que pas tout le monde est vraiment convaincu que le capital humain, ça représente finalement un ajout important pour la production et puis tout ça. Oui, dans le sens... Enfin, on va parler de tout ça. Regardez, quels sont les facteurs de production dans une compagnie? Il y en a quatre. Quatre facteurs. Un, c'est la terre, et on va expliquer qu'est-ce que c'est. Le deuxième, c'est le travail, c'est le sujet d'aujourd'hui, et le capital et l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la terre? Ben, ici, on entend, mettons, les matières premières comme l'eau, le pétrole, le cuivre, le gaz naturel, le charbon, les forêts, etc. Naturellement, ces matières premières, il y en a les deux catégories, qui sont celles qui sont renouvelables, comme les forêts, et non renouvelables, comme le pétrole et le gaz naturel. Ça, c'est pour le 1, c'est-à-dire pour la terre, comme on dit, la matière première. Le travail, l'effort de tous ceux qui sont dans la compagnie pour contribuer à la production de biens et services. On va aller plus loin avec ça plus tard. Le troisième, c'est le capital. Le capital, ça prend de l'argent, naturellement. Alors, pour faire fonctionner la compagnie. Donc, le capital se traduit en machines, en outils, en bâtiments, mais ça aussi peut être plus simple, aussi simple qu'un marteau et aussi compliqué comme un ordinateur.
Finalement, le quatrième, c'est l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la capacité de quelqu'un de, que ce soit un individu ou que ce soit, je ne sais pas, un conseil d'administration, de savoir combler finalement, mettre ensemble le un, le 2 et le 3 pour arriver au produit final. Et c'est ça. À présent, quand on parle de le 2, le travail, donc ici on parle donc de capital humain. Le capital humain, ça représente quoi? Il est représenté par les... Donc un individu travaille dans une compagnie, c'est ses connaissances qui importent, le capital social. Ici on parle de capital social, c'est un grand terme, mais ça veut dire simplement est-ce qu'il est capable de travailler, je sais pas, en équipe par exemple, et en fait de ne pas créer de troubles, mais au contraire de contribuer toujours à l'essor de la compagnie en collaborant avec les autres. Ensuite, le capital émotionnel, c'est-à-dire le caractère de la personne, un bon caractère. Et, et voilà. Donc, ça, le capital humain, regardez, il augmente grâce à l'éducation et à l'expérience. Donc, finalement, le capital humain, c'est pas quelque chose comme, par exemple, je sais pas, la quantité d'argent que le pays produit. Cette quantité d'argent peut grandir ou diminuer selon si l'économie est à la hausse ou à la baisse ou enfin en récession. Tandis que dans le cas du capital humain, celui il augmente grâce à l'éducation et à l'expérience. Attention bien, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand on parle de l'éducation, c'est qu'il faut mettre beaucoup d'emphase, un gouvernement devrait mettre beaucoup d'emphase à éduquer les jeunes, naturellement. Et c'est pour ça qu'on a tout un système d'éducation qui coûte très cher à la société, mais qui est finalement la base finalement, pour créer des individus qui sont capables de représenter un capital humain le jour qu'ils vont travailler pour une entreprise. Ensuite, il y a l'expérience, naturellement, qui vient avec le temps. Il y a un indice, si vous regardez parmi les quatre items de référence qu'on a ajoutés à cette vidéo, vous avez le numéro 2 de la... Gary, on va demander de vous montrer ça. Et regardez, il est là, le capital humain, voyez-vous. Donc, un concept utilisé. Et si vous allez plus bas, dans le capital humain, vous trouverez, par exemple, la Banque mondiale, en 2018, a fait, comment dire, pour la première fois, une série de... comment dire, elle a établi, ou si vous voulez, elle a inventé en quelque sorte, une façon de calculer le capital humain pays par pays. Et ça donne une graduation finalement d'un pays à l'autre. Donc, si vous regardez, c'est marqué ici, voyez-vous. Alors, il vous dit classement de l'indice du capital humain. Qu'est-ce qu'il entend ici par capital humain? Il entend justement, il entend l'éducation, il entend la santé. C'est très, très important qu'il y ait un système de santé qui fait en sorte que on ne soit pas malade. Au fond, au bout de la ligne, ou si on est malade, qu'on puisse être soigné. Enfin, si vous regardez bien, ça correspond un peu, en quelque sorte, à tout ce qui est les pays occidentaux principalement, c'est-à-dire avoir une éducation qui est gratuite, ou autant que possible gratuite pour les jeunes. Pourquoi? Parce qu'eux, en grandissant comme apprentissage, comme savoir, comme culture, ben, ils vont progresser eux-mêmes en termes de salaire, ils vont faire progresser plus la santé. Pour vous donner une idée, moi j'enseigne à l'université, et à l'université au deuxième niveau, en finance. Et la plupart de mes classes, trois quarts de mes classes, ne sont pas faites d'étudiants locaux, mais sont faites d'étudiants qui viennent de la planète entière. La beauté aussi du Québec, c'est que finalement, en français, tout au moins, on donne à beaucoup d'étrangers, on leur donne la formation nord-américaine, parce qu'ici, la culture financière est typiquement propre vraiment nord-américaine. Ce n'est pas une question de différence entre français et anglais, il n'y en a pas quand on parle de finance. Et ces jeunes-là, finalement, ils étudient ici, ils apprennent ici. Ils pourraient, une fois qu'ils réussissent, mettons, ils ont une maîtrise en finance, ils ont envie éventuellement, plusieurs, de retourner dans leur pays et pour à faire agrandir leur pays et pour l'aider le pays, parce que c'est une valeur ajoutée au pays. Très souvent, par contre, ces jeunes-là me disent que c'est décevant un peu parce que ça dérange un peu. Parce qu'il y a tout, mettons, un monde politique, il y a tout un monde d'intérêt. Et le jeune qui arrive avec des connaissances que les autres n'ont pas,
mais qui ont le pouvoir parce qu'ils sont à un niveau plus élevé dans l'échelle des valeurs, enfin du pouvoir. Finalement, il n'y a pas de place pour eux. Donc, ils reviennent au Québec. Et ici, vous avez la loi fédérale qui permet aux jeunes qui ont obtenu, par exemple, une maîtrise en finance, on lui offre, parce qu'habituellement, c'est quoi? Quand l'étudiant vient quand l'étudiant vient au Canada pour apprendre, il est soumis à des règles très strictes du fédéral. Et le fédéral et l'université se parlent beaucoup pour savoir si l'étudiant progresse et puis il fait vraiment. En échange de ça, on lui permet de rester au Canada pour le temps de ses études et on lui permet même de travailler, mettons, quelque chose comme 20 heures par semaine. Euh, une fois il a gradué et il a finalement sa maîtrise en finance, le Canada, est-ce qu'il est intéressé à le voir partir? Non. Il voudrait le garder parce que c'est une valeur ajoutée au pays. Donc, ils permettent à ces jeunes de rester ici chercher un emploi pendant un certain laps de temps, je crois 2 ans. Je ne connais pas vraiment tout à fait bien les règles, mais c'est à peu près ça. Donc, on veut le conserver parce que c'est une valeur ajoutée au pays. Donc, il aura un bon salaire, il paiera des bons impôts, le pauvre. Et puis, finalement, c'est une valeur au pays. Bon, ça, c'est là. Donc, si vous regardez la Banque mondiale, elle fait, vous l'avez ça donc dans la référence numéro 2, la valeur. Vous noterez que le capital humain ici, des 50 premiers pays, c'est Singapour, celui qui a la cote la plus élevée. Le 0,88, peu importe. Si ça vous intéresse, vous lirez. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous mettez, vous descendez, il y a, regardez, la Corée du Sud, le Japon, Hong Kong, mais Hong Kong, c'est tout un problème. Par contre, la Finlande, l'Irlande, l'Australie. Le Canada, c'est le 10e pays au monde en termes d'indice de capital humain, donc de la qualité. Ensuite, si vous descendez, vous avez les États-Unis qui habituellement sont un peu plus loin que quelque part. Où sont les États-Unis? Ah, ici en bas, le 24. Le c'est 0,76. Quelle est la différence entre les deux? Je ne sais pas, mais ici au Canada, on a par exemple le régime de santé. On a beau critiquer tout ce qu'on veut, notre régime de santé, mais on l'a, et il est là, et il est gratuit. Et c'est pas considéré pas bon, c'est bon comme tel. Regardez plus loin, tous les autres pays. Finalement, vous arrivez, le 50e ici, c'est l'Ukraine. Malgré le fait que l'Ukraine est en guerre et tout, c'est considéré finalement, comment dire, en termes de culture, enfin de l'indice de capital humain, très bon. Pourquoi? Je dois vous dire, moi j'ai beaucoup donné des conférences à l'Institut des banquiers de la Hongrie. Et je me suis, il y a une trentaine d'années, et ils sortaient du communisme et je me retrouvais dans une classe avec des employés de banque. Et ces employés-là, il y en avait, c'était pas juste des employés, parfois il y avait comment dire, une sorte de prix Nobel dans les mathématiques à eux, là. Pas prix Nobel de Nobel, mais finalement fait par, je ne sais pas, par les pays, les meilleurs en mathématiques, les meilleurs en plusieurs choses. Et ils étaient vraiment très, très forts et très, très bons. Donc, c'est pour ça que l'Ukraine rentre aussi dans la même catégorie, c'est-à-dire ils peuvent avoir des capacités que nous, ici, on s'étonne et on n'a pas comme eux. Enfin, pour vous dire, même s'il y a des pays qui nous étonnent en ce moment, mais qui ont des qualités qu'on ne connaissait pas, qu'il faut vraiment toucher la personne pour le voir et le savoir. Donc, on a donc la Banque mondiale qui fait ça. Ensuite, vous avez il y en a un autre, l'INSEE, mais ça, c'est plus difficile à trouver. Mais, mais finalement, c'est le même critère. Mais c'est quoi qu'ils évaluent ici dans l'indice du capital humain? Encore une fois, c'est l'éducation, la santé, c'est très important. Éducation et santé. Et donc, le capital humain donc, augmente grâce à l'éducation et l'expérience. La Banque mondiale fait donc cet indicateur depuis 2018. Le capital humain, c'est un actif incorporel. Ça veut dire qu'il n'appartient pas à l'entreprise. C'est-à-dire l'entreprise, pour avoir un employé qui est performant, fait de tout pour l'éduquer, il lui paye même des études. Finalement, le problème qu'il y a, c'est que quand il arrive à 5 heures du soir, l'employé s'en va, il porte avec lui toutes ses connaissances. Les connaissances et son savoir appartiennent à l'individu, n'appartiennent pas à la compagnie.
Donc la compagnie, très souvent, elle fait comment dire, elle fait elle offre des possibilités afin d'être fidèle à la compagnie au lieu d'aller chercher l'employeur. Et on appelle ça les menottes dorées. Donc on essaye d'emboîter, quand une fois qu'un employé est vraiment considéré un atout important, on ne veut pas qu'il s'en aille. Et donc, on lui offre, mettons, par exemple, des options, on lui offre des actions, on lui offre toutes sortes d'avantages finalement. Finalement, en quoi le capital humain se préoccupe? Il se préoccupe à partir du bien-être personnel de l'individu, ensuite son éducation, les soins de santé et aussi de sa retraite. Donc, les compagnies de plus en plus s'intéressent à tous ces aspects-là pour garder l'employé. Et puis voilà, ça c'est la. Pourquoi c'est la théorie et c'est pas juste le capital humain? C'est parce que pas tous les économistes sont d'accord en considérer le capital humain si important, comme nous on le montre ici. Le capital humain c'est considéré finalement secondaire par rapport à la capacité de la machine de produire plus. Enfin, toutes sortes Enfin, pas tout le monde est d'accord, mais je dois vous dire en principe, si vous lisez tout ça, et si vous suivez les indicateurs, les quatre références qu'on vous a données, vous allez trouver que finalement, le capital humain, c'est vraiment la chose la plus importante dans une société. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.